C'est un peu le sujet qui revient sur toutes les lèvres quand on devient parent, le sommeil. Celui du bébé bien sûr, mais aussi et surtout celui des parents. Comprendre comment fonctionne le sommeil d'un tout petit, c'est déjà un grand pas pour traverser les nuits plus sereinement et préserver un peu les vôtres. Bienvenue dans 3-2-1 Parents, le podcast de l'assurance maladie qui vous aide à vous préparer au mieux à l'arrivée de votre enfant, mais aussi et surtout à veiller sur votre santé et sur la sienne. Moi, c'est Pauline Verdusier, je suis journaliste et comme beaucoup de parents, je me suis posé 1000 questions en attendant mon premier enfant. Au fil des épisodes de ce podcast, je retrouve Anne Kammerer, sage-femme libérale, pour explorer ensemble et avec des experts tous ces sujets qui nous questionnent pendant la grossesse, l'accouchement et les premiers mois de vie de l'enfant. Aujourd'hui, on plonge dans le monde du sommeil avec Anne Lucas, infirmière puéricultrice, qui va nous expliquer comment mieux comprendre le rythme de nos bébés et partager des conseils concrets pour adoucir les nuits de toute la famille. Mais d'abord, on retrouve Anne Kammerer qui a quelques informations à nous partager. Bonjour Anne. Bonjour. Le sommeil, c'est un très gros sujet de la parentalité. L'idée de cet épisode, c'est déjà de déculpabiliser les parents. Donc, si votre bébé ne dort pas 10 heures d'affilée à 1 mois de vie, c'est tout à fait normal, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi le sommeil des bébés est différent du nôtre ? Alors oui, la gestion des nuits et du sommeil est souvent le plus gros changement dans le quotidien des parents à l'arrivée d'un bébé. Et en effet, les bébés ne dorment pas comme les adultes. C'est normal, c'est physiologique. Leur cerveau, il est fait comme ça, c'est-à-dire qu'il ne libère pas encore les hormones qui nous permettent de reconnaître que c'est la journée et qu'on est éveillé, ou bien que c'est la nuit et que c'est le moment de dormir. En plus de ça, ils ont des cycles de sommeil qui sont plus courts et ils ont besoin de manger plus souvent, ce qui va faire qu'ils vont avoir un sommeil globalement plus fractionné que le nôtre et qu'ils vont dormir et manger indifféremment pendant le jour et pendant la nuit durant les premières semaines de vie. Ce qui fait que, malheureusement pour nous, ils ne sont pas encore en mesure de s'adapter à nous et que c'est à nous de nous adapter à eux. Est-ce que c'est normal, par exemple, qu'un bébé se réveille presque toutes les heures ? Alors oui, un nouveau-né va se réveiller naturellement, parfois toutes les heures ou toutes les 2 heures pour manger. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait adapté à leurs besoins. Et il peut arriver aussi que les tout-petits aient du mal à se sentir en confiance et détendus quand ils sont posés et qu'ils aient besoin d'être parfois gardés dans les bras pendant plusieurs heures. Et ça, malheureusement, c'est plus difficile à vivre pour les parents quand ça se passe la nuit. Donc rassurez-vous, votre bébé est tout à fait normal s'il dort parfaitement sur vous d'un sommeil profond et détendu et que dès que vous essayez de le poser dans son berceau, il se réveille immédiatement. Je pense qu'un des trucs les plus importants à savoir sur ça, c'est que ça ne va pas durer. Tous les bébés grandissent, tous les enfants progressent sur la qualité du sommeil et ils vont être capables progressivement de trouver leur réassurance et de se sentir détendus et donc rester endormis, y compris posés. Pourquoi justement les bébés ont-ils besoin d'être ainsi rassurés ? Pourquoi est-ce qu'ils vont pleurer souvent quand on les pose ? Alors les bébés, ils ont des très bons réflexes, ils sont faits pour survivre et donc du coup, ils savent, quelque part inconsciemment, que lorsqu'ils sont dans les bras de leurs parents, ils sont en sécurité et qu'à l'inverse, s'ils sont posés, ils sont peut-être tombés des bras de leurs parents et ils sont peut-être en danger. Ce qui fait que tous les marqueurs, tous les signaux qui leur font penser qu'ils sont dans les bras sont des signaux de réassurance, le fait d'être contenu, de ne pas avoir les bras et les jambes libres, le fait de sentir la chaleur autour de soi. Et le fait souvent qu'il y ait du mouvement, parce que les parents sont rarement immobiles très longtemps. Ils vont marcher, ils vont bouger, ils vont respirer. Le fait parfois aussi d'entendre des bruits, les bruits du cœur de son parent quand on est dans les bras, les bruits de sa voix qui peut vibrer un petit peu de façon agréable, ou les bruits de l'entourage. Tout ça, ce sont des éléments qui vont être des éléments rassurants et qui vont permettre au bébé de bien dormir. Et c'est pour ça que, typiquement, les bébés dorment parfaitement bien quand ils sont dans une écharpe ou dans un porte-bébé ou dans nos bras et qu'on est en train de se promener. Oui, donc l'important, c'est aussi de se déculpabiliser en tant que parent. C'est OK de bercer son enfant, de le prendre dans les bras, de l'aider à s'apaiser. Ouais, tout à fait. Et puis en même temps, ça peut être quand même quelque chose de très demandeur en ressources pour les parents parce que ça peut être très fatigant de les avoir tout le temps et on peut aller essayer de chercher des petites astuces, des petites stratégies pour leur faire croire qu'ils sont encore dans nos bras alors qu'on les a posés. Ça pourrait être de mettre une petite bouillotte tiède dans son lit avant d'aller le coucher pour que son lit soit déjà tiède. Ça pourrait être de les emmailloter, c'est-à-dire de les contenir dans un tissu de façon à ce qu'ils ne puissent pas naturellement écarter trop fort les bras et les jambes, ce qui leur donnerait la sensation qu'ils ne sont plus dans nos bras.
Et puis, ça peut être aussi de les bercer, de continuer à les bercer une fois qu'on les a posés en faisant des petits mouvements réguliers de façon à ce qu'ils replongent dans le sommeil sereinement comme s'ils n'avaient pas quitté nos bras. Est-ce qu'il y a d'autres particularités qu'on peut nommer sur le sommeil des bébés et qui peuvent nous permettre aussi de mieux comprendre pourquoi ils dorment de cette manière-là? Alors, une première chose qui n'arrange pas toujours les parents, c'est que les bébés sont particulièrement actifs et particulièrement demandeurs de bras ou de tétés le soir et une partie de la nuit. Et au contraire, c'est assez fréquent qu'ils acceptent plus facilement d'être posés dans leur berceau dans la matinée ou même dans l'après-midi sur des plus longues plages de sommeil. Ça peut être intéressant de savoir aussi que leurs cycles de sommeil sont organisés en général en 2 temps au début. Une phase de sommeil agité et une phase de sommeil profond. Et il y a à peu près moitié du temps sommeil agité, moitié du temps sommeil profond. Et dans la phase de sommeil agité, ça peut être assez déroutant pour les parents parce que les bébés vont bouger et faire du bruit. C'est-à-dire qu'on peut les voir agiter un petit peu les bras, on peut les voir grimacer. Il arrive qu'ils fassent des petits sons ou qu'ils aient une respiration rapide pendant quelques minutes. Et ça, c'est tout à fait normal, ça peut inquiéter les parents au départ, et puis très souvent, une fois qu'on a trouvé ces marques, c'est même des éléments plutôt rassurants de sa bonne santé. Et la plus grande particularité du sommeil des bébés initialement, c'est qu'ils ne font pas la distinction entre le jour et la nuit. Les hormones qui sont libérées par notre corps et qui nous permettent d'identifier qu'on arrive dans un moment du soir où on va dormir plus longtemps, elles ne sont pas sécrétées dans le corps du bébé dès la naissance. Ça va prendre un petit peu de temps et en général, ça va être à peu près vers 2 mois, 2 mois et demi, que les bébés peuvent commencer à avoir des phases de sommeil un petit peu plus longues, surtout en début de nuit, et parfois vont enchaîner à ce moment-là jusqu'à 5 heures, voire parfois même avec un peu de chance 6 heures de sommeil d'affilée. Mais avant ça, c'est tout à fait courant et même normal que les bébés ne dorment pas plus que 2 ou 3 heures d'affilée. Et évidemment, pour certains bébés, ça arrivera un petit peu plus tôt, ces phases de sommeil longues, et puis pour d'autres, ça arrivera un petit peu plus tard. Oui, effectivement, tous les bébés ne dorment pas 6 heures d'affilée à 2 mois et demi, d'après mon expérience. La grande question que se posent les parents, c'est est-ce qu'il y a des méthodes pour que son enfant dorme ? Alors, sur ça, il n'y a pas vraiment une seule manière d'accompagner les bébés vers le sommeil. Chaque parent va faire au mieux selon ses attentes, selon sa culture et selon aussi ce qui lui paraît facile ou difficile avec ce bébé-là qui est unique et particulier dans ses besoins et dans ses réactions. Dans le fond, il faut toujours faire les choix avec lesquels on se sent le mieux. Parce qu'en fait, quand on fait un choix qui nous parle, qui est cohérent pour nous, eh bien c'est un choix qui nous permet d'économiser nos forces et d'économiser notre énergie. Et finalement, ça veut dire que c'est le bon choix pour nous. Et il faut garder en tête qu'il y a 1000 manières de faire grandir un bébé. Il faut suivre celle qui nous parle. Pour certains parents, peut-être que les réveils fréquents sont très pénibles et très difficiles à gérer et ils vont avoir besoin de mettre en place des stratégies qu'on appelle d'accompagnement ou d'entraînement au sommeil pour aider leur enfant à entrer progressivement dans un sommeil de façon autonome. C'est-à-dire que le bébé s'endorme seul dans son lit dès qu'il aura quelques mois de vie. Et pour d'autres parents, ce sera peut-être plus économe en énergie ou plus doux, plus cohérent pour eux de faire téter le bébé pour le rendormir ou de le bercer jusqu'à ce qu'il s'endorme. Je pense que le plus important, c'est de s'écouter dans ses besoins et de se rappeler qu'il n'y a pas un manuel unique pour élever tous les enfants de la Terre. Est-ce qu'on peut aussi en profiter pour parler d'un sujet qui inquiète beaucoup les parents, c'est la mort inattendue du nourrisson. Quelles sont les recommandations des professionnels de santé pour prévenir ce drame ? Alors oui, ce qu'on appelait autrefois la mort subite du nourrisson et ce qu'on appelle aujourd'hui la mort inattendue, c'est quelque chose qui travaille énormément les parents et qui les inquiète beaucoup, en particulier quand ils accueillent leur premier bébé. Alors ce qu'on peut garder en tête, c'est déjà que c'est quelque chose d'extrêmement rare. D'accord ? C'est quelques centaines de cas par an, sachant qu'il y a environ 700 000 naissances par an en France. Cela dit, c'est important de suivre des recommandations simples qui vont permettre de garantir la sécurité de votre bébé. La recommandation la plus importante, c'est celle de coucher les bébés sur le dos. Alors vous entendrez parfois des gens de la famille ou des gens plus âgés qui vont vous dire « Ah oui, mais à mon époque, on couchait les bébés sur le côté ou bien on couchait le bébé sur le ventre et puis vous n'en êtes pas mort. » Bah oui, ça c'est tout à fait normal parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnellement rare. Heureusement que tous les bébés couchés sur le ventre ne sont pas morts. Cela dit, au moment où on a changé les recommandations, autrefois on disait qu'il devait être sur le ventre, puis on a dit qu'il devait être sur le dos, on a divisé par 4 le nombre de morts subies du nourrisson. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été très performant comme recommandation à suivre.
Dans les autres points de vigilance, on peut garder en tête qu'il faut que le bébé puisse toujours respirer librement dans son lit. Donc c'est important qu'il n'y ait pas d'objets mous qui puissent venir gêner sa respiration. Donc on déconseille d'avoir un doudou dans son lit. On déconseille surtout d'utiliser une couette, mais plutôt de privilégier une turbulette. Vous voyez, c'est un peu comme un sac de couchage adapté à la taille du bébé. C'est important qu'il n'y ait pas d'oreiller non plus dans son lit. Ils n'en ont pas besoin pour dormir. Et il vaut mieux qu'il soit sur un plan qu'on appelle un plan dur, un plan ferme et plutôt à plat. On sait aussi que les bébés, comme les adultes d'ailleurs, dorment mieux et respirent mieux la nuit si la température de la pièce n'est pas trop élevée. Il vaut mieux pour un enfant avoir plusieurs couches de vêtements pour être bien au chaud, mais que la température de la pièce soit entre 18 et 20 degrés, plutôt que de monter le radiateur par peur qu'ils aient froid. Est-ce qu'il est recommandé de dormir dans la même pièce que son bébé ? Alors oui, il est recommandé, dans l'idéal, de dormir pendant les 6 premiers mois de vie dans la même pièce que son bébé. On sait que ça nous permet d'avoir une vigilance accrue de leur bonne santé, de pouvoir surveiller de temps en temps visuellement que tout se passe bien pour eux. Cela dit, on peut faire une petite exception à cette consigne, c'est dans le cas où les parents seraient des fumeurs importants, parce qu'on sait qu'on exhale encore des produits de la cigarette dans notre sommeil, et dans ce cas-là, il vaudrait mieux que le bébé soit dans un environnement où l'air est le plus pur et le moins contaminé par le tabac possible, donc possiblement dans une chambre séparée. Et si toute la famille dort dans la même chambre, est-ce qu'il est recommandé de faire du cododo et qu'est-ce que c'est ? L'idée du cododo, c'est de dormir côte à côte avec son enfant. Il est toujours recommandé pour un bébé d'avoir son propre espace de sommeil. Donc, quand on dort dans la même chambre, on peut très bien avoir un bébé dans un berceau, dans un lit, et on peut avoir un bébé qui est dans un lit qu'on appelle de cododo, c'est-à-dire que c'est un lit qui est accolé au lit des parents, de façon à ce qu'il ait un espace de sommeil, mais qui soit immédiatement disponible, par exemple, en particulier quand on a envie de l'allaiter la nuit, sans avoir besoin de se mettre debout, sans avoir besoin de se lever. Ce n'est pas recommandé que le bébé dorme dans le même lit que ses parents. Mais si ça devait arriver, alors il vaut mieux essayer de mettre en place toutes les choses qui vont permettre de limiter les risques dans ce contexte, on va dire, non idéal. Par exemple, il faut éloigner la couette et l'oreiller du bébé pour ne pas qu'il risque d'être gêné dans sa respiration, étouffé par la couette ou par l'oreiller. Il vaut mieux que le bébé dorme d'un côté du lit et pas entre les deux parents, avec une protection contre la chute. Par exemple, que le lit soit contre un mur. Et surtout, ça c'est un truc très important, il ne faut jamais dormir dans le même lit que le bébé si on a pris des médicaments qui peuvent nous endormir ou si on a bu de l'alcool, parce qu'on sait alors que notre vigilance elle est moins bonne et qu'on ne sera pas en mesure de se réveiller si on bouge ou si le bébé bouge. Quels conseils vous donnez aux parents pour préserver leur sommeil le mieux possible ? Tous les conseils ne sont pas forcément adaptés à tous les parents. Mais dans des astuces ou des options qui peuvent être utilisées, moi je parle parfois quand même du fait de dormir dans 2 endroits séparés pour les 2 parents quand ils le peuvent. Si on a un canapé-lit dans le salon par exemple, ou une deuxième chambre, parce qu'on sait que le parent qui ne va pas être dans la pièce où il y a le bébé aura peut-être une phase de sommeil un petit peu plus profonde ou avec moins de réveil, et ça va permettre d'avoir un temps de repos de qualité. Un autre conseil que je donne parfois aux parents, c'est de ne pas hésiter à partager la nuit en termes de soins au bébé. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire moitié-moitié. Jusqu'à 2-3 heures du matin, c'est moi, et puis à partir de 2-3 heures du matin, c'est toi. Ou bien un premier parent gère le soir et le matin, et le deuxième parent gère le cœur de la nuit. Sachant que même si un bébé est allaité, on peut partager le temps de la nuit, parce que ça peut être soulageant pour la mère qui allaite de ne pas avoir la charge du bébé à bercer, par exemple, juste après la tétée, si le bébé ne peut pas être posé immédiatement. Ce qui va laisser à la mère la possibilité de à peine sortir de son sommeil, mais plutôt enchaîner des moments de repos. Et puis, ça peut être intéressant de prendre des temps de sommeil, peut-être en dehors de la nuit. C'est-à-dire que c'est très fréquent que les parents aient besoin de faire des siestes. Alors, ça peut être un petit peu comme une grasse matinée, c'est-à-dire on s'est levé avec le bébé, puis en fait, on retourne se coucher dans la matinée parce que les bébés sont souvent plus calmes. Et puis, ça peut être aussi dans l'après-midi, dans un moment de repos du bébé, où les parents vont aussi se recoucher. Enfin, moi, je trouve que tout ce qui permet d'économiser son énergie et ses efforts dans la nuit est important. Et pour ça,
Le fait d'avoir un lit de cododo collé au lit des parents, ça peut vraiment être une économie d'énergie, puisque ça permet par exemple à une femme qui allaite de prendre son bébé et de le mettre au sein sans avoir besoin de mettre le pied par terre, sans avoir besoin de se mettre debout. Et quand on donne le biberon, par exemple, on pourrait très bien préparer le soir, avant d'aller se coucher, l'eau dans le biberon, mettre la poudre juste à côté, et que ça permette de reconstituer le biberon et de lui donner sans avoir besoin de se mettre debout, sans avoir besoin de se lever et d'aller dans une autre pièce. En résumé, tout ce qui vous permet d'économiser vos forces et de piocher le plus de sommeil possible là où vous le pouvez, c'est ce qui va vous permettre de tenir dans la durée. Parce qu'en réalité, les bébés ne trouvent pas un sommeil comme les adultes en quelques jours, en quelques semaines, ni même en quelques mois. Et donc, on sait qu'on va avoir une tendance quand même à la fatigue chronique pendant souvent la première année de vie du bébé. Donc, on est dans un marathon. L'objectif, c'est d'économiser ses forces dans la durée. Merci Anne Kammerer. Merci. Il n'y a donc pas de recette magique pour le sommeil des bébés. Chaque famille a son fonctionnement, sa manière de faire. Mais pour naviguer dans les eaux parfois troubles du sommeil, j'ai rencontré Anne Lucas qui nous en dit un peu plus sur les rythmes des bébés. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle Anne Lucas, je suis infirmière puéricultrice et je travaille en PMI. La PMI, c'est la protection maternelle et infantile, un service public qui accompagne les familles de la grossesse aux 6 ans de l'enfant. Est-ce que vous pouvez nous parler du ressenti des parents que vous voyez à la PMI vis-à-vis du sommeil de leur bébé ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est vrai que c'est un sujet quand même majeur dans la parentalité. Alors c'est le grand sujet, c'est un des sujets dont on parle le plus avec les parents. Après, il y a différentes manières de l'aborder. Ça dépend beaucoup du ressenti des parents, de leur capacité à dormir plus ou moins, de la capacité de leur bébé à dormir plus ou moins. Puisqu'il peut y avoir des petits dormeurs ou gros dormeurs, que ce soit chez les enfants ou chez les parents. Exactement. Donc, une famille plutôt grosse dormeuse avec un bébé qui dort peu, c'est beaucoup plus contraignant qu'un parent qui a besoin de moins de sommeil et un bébé qui est plutôt gros dormeur. Il n'y a vraiment pas de règle. Ça dépend d'une part du terme de naissance, du poids du bébé, de l'alimentation du bébé, de comment ça se passe, et puis du tempérament aussi des bébés. Et c'est pourquoi il n'y a pas de règle non plus forcément, ni de recette quant au sommeil. C'est vraiment une question de perception et je dirais aussi de contrainte. C'est-à-dire que un parent qui n'est pas obligé de reprendre le travail à 2 mois et demi a quand même plus de temps devant soi pour penser au sommeil, penser à tout ça, qu'un parent qui doit reprendre à 2 mois et demi, alors que le sommeil n'est pas du tout stable. Chez le bébé, il ne le sera pas avant l'âge de 3 ans. Oui, tout ça dépend aussi du contexte de chacun, finalement. Exactement. Et vous invitez aussi à redéfinir un peu les termes, parce que c'est vrai que parfois il y a un peu des abus de langage, si on peut dire ça comme ça. On dit « mon bébé ne dort pas », alors que ce n'est pas tout à fait juste. Si le bébé ne dormait jamais, ça serait autre chose. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? En fait, quand les parents parlent du sommeil de l'enfant, ils parlent du sommeil dans son lit. En d'autres termes, pendant que le bébé dort, moi, je peux faire autre chose, ou me reposer, ou faire ce que j'ai à faire. Mais les bébés dorment beaucoup dans les bras au départ, et c'est du sommeil aussi. Mais c'est sûr que c'est très contraignant d'avoir un bébé très souvent dans les bras, et on peut se sentir impuissant, et les parents peuvent se sentir, en tout cas, ne pas réussir ou ne pas y arriver parce qu'ils n'arrivent pas à faire dormir leur bébé. J'ai envie de dire que d'abord, c'est bien, il faut qu'il y ait de la proximité au début. C'est comme ça que se tissent les premiers liens d'attachement. C'est plus on porte son bébé, plus le bébé se sent en sécurité. Et puis, d'autre part, quand on parle de sommeil, on parle de séparation. Et ce n'est pas toujours très simple. Oui, donc finalement, on a tendance à dire que l'enfant ne dort pas parce qu'il ne dort pas dans son lit. Or, ça compte comme du sommeil de dormir sur son parent. C'est vrai qu'au début, les parents sont un peu en mode survie. Et vous, ce que vous dites, c'est que finalement, pour survivre, il faut faire ce qui fonctionne. Parce que c'est vrai qu'on essaie de vendre aux parents beaucoup de recettes miracles ou de méthodes, etc. Mais déjà, peut-être privilégier ce qui permet à l'enfant de dormir et à soi aussi d'avoir du repos. Absolument. Tout ce qui marche est bon à prendre. Et c'est pas étonnant. Moi, je dis souvent aux parents que dans beaucoup de pays du monde,
les bébés sont portés et on ne se pose pas plus de questions comme ça. Si on regarde à l'échelle du monde, on est très minoritaire. Les personnes qui veulent faire dormir les bébés dans leur lit séparément, loin des parents. Donc, un bébé qui dort sur son parent et un parent qui se repose en même temps avec son bébé, c'est du bon et c'est bon à prendre. Petit à petit, l'enfant grandit. Petit à petit, les rythmes vont s'installer et les bébés vont pouvoir aller petit à petit, tranquillement, dans un autre univers que les bras. Vraiment. Vous, qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux parents justement pour mettre en place des bonnes conditions pour le sommeil de l'enfant, c'est-à-dire des rituels ou le fait, comme vous dites, de le passer progressivement dans son lit, parce que c'est vrai que avoir un enfant qui dort sur soi, ça peut très vite être épuisant et beaucoup de parents essayent de mettre l'enfant dans le berceau. Comment vous aidez les parents à accompagner leur enfant vers cela ? Un bébé se rendort de la même manière qu'il s'endort la première fois. C'est-à-dire qu'un bébé qui s'endort dans les bras et qu'on pose dans le lit, quand il va se réveiller au bout d'un certain temps, une demi-heure, 40 minutes, va vouloir se rendormir de la même manière qu'il a trouvé son sommeil. Donc, c'est normal qu'au début, les bébés, en se réveillant, ne se retrouvent pas là où ils sont, parce que c'est pas là où ils se sont endormis, et réclament le réconfort et la réassurance des parents. Petit à petit, on peut, quand son bébé n'est pas complètement endormi, mais qui commence à montrer des signes un peu de fatigue, le poser dans son lit tranquillement, l'embrasser, lui chanter une berceuse, le rassurer, lui expliquer et partir tranquillement. Le bébé peut chouiner, gazouiller, pleurer un peu sans que ce soit très fort. Et dans ces cas-là, on le laisse cette petite temporalité pour trouver son sommeil. Bien évidemment, si le bébé se met à pleurer davantage, on y va. Un bébé qui pleure, c'est un bébé qui dit « je n'y arrive pas à le faire par moi-même, je n'y arrive pas à faire tout seul ». Donc, il faut y aller, le rassurer, quitte à le reprendre au début, c'est pas grave. Mais la ritualisation, le fait de faire toujours de la même manière, au même endroit, petit à petit, va devenir pour le bébé quelque chose de connu, donc de rassurant, parce qu'il peut anticiper, parce qu'il peut savoir ce qui va lui arriver, et donc ça se fera beaucoup plus facilement. Il faut que les parents aient vraiment confiance dans la capacité de leur bébé à trouver leur sommeil, et ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais il faut lui laisser ce petit laps de temps pour qu'il essaye par lui-même. C'est vrai que ça peut être un crève-cœur parfois d'entendre son bébé pleurer. Là, on parle des cas où vraiment les parents ont envie ou besoin d'accompagner leur enfant vers ce sommeil-là, mais c'est à chacun de trouver ce qui lui convient, c'est ça ? Absolument, et il n'est pas question de laisser pleurer un bébé. Quand je parle de chouignement ou de petits bruits, ce ne sont pas des pleurs et des pleurs de détresse. Souvent, je dis aux parents, écoutez ce que dit votre bébé. Si ça monte d'un cran, c'est qu'il n'y arrive pas. Tant que ça ne monte pas d'un cran, laissez-le. Ce que vous disiez aussi en début d'épisode, c'est que en plus, le sommeil n'est vraiment stabilisé que vers 3 ans, c'est ça ? Ça veut dire qu'il peut y avoir des aléas, ça peut ne pas être complètement acquis ? Absolument, le sommeil du bébé change en fonction de son âge et en fonction aussi de ses expériences. Il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir des poussées dentaires, il peut y avoir des accidents de la vie, il peut y avoir plein d'événements qui fait que le bébé peut être un petit peu chamboulé et ça se répercute sur le sommeil. Ce qu'on peut dire, c'est que ça peut prendre du temps, que ça peut être des tâtonnements finalement. C'est normal de tâtonner, c'est normal que ça prenne du temps. Les bébés sont livrés sans mode d'emploi, donc il faut vraiment faire avec. Ce qu'il faut que les parents se rendent compte, c'est que ce sont eux vraiment les experts de leur bébé. C'est eux qui s'en occupent tous les jours, c'est eux qui le connaissent le mieux, donc qu'ils aient confiance en eux, dans leur capacité d'être parents. Et la capacité d'être parents, c'est de montrer le chemin au bébé. Mais j'ai envie de dire que les tâtonnements sont normaux, tout à fait, et sont même presque parfois nécessaires pour le bébé. Parce qu'un parent qui serait parfaitement en adéquation avec son bébé 24 heures sur 24 ne laisserait aucune place au bébé pour grandir, pour se développer psychiquement, pour prendre sa place. Donc, les tâtonnements, ça a du bon parfois. Et en parler peut-être à d'autres parents permet de relativiser également. Est-ce que c'est ce que vous conseillez aux parents que vous voyez ?
La solitude, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc effectivement, le soutien de pair à pair, donc PAIR, est toujours très efficace et très soutenant quand c'est bienveillant, quand c'est à l'écoute des parents et quand ce ne sont pas des injonctions non plus en disant tu devrais faire comme ci ou tu devrais faire comme ça ou moi j'ai fait comme ça marche. C'est plutôt qu'est-ce qui a déjà marché. Quand moi je pose la question aux parents, mais qu'est-ce que vous avez tenté? Souvent les parents ont essayé plein de choses et souvent il y a pas mal de choses qui marchent. Donc, c'est ça qui est important. C'est la manière qu'ont les parents de trouver leur propre manière de faire et à les soutenir là-dedans. C'est ça, parce que parfois on peut presque avoir honte d'endormir son enfant dans les bras ou en écharpe au bout de X temps, alors que vous, ce que vous dites, c'est ce qui fonctionne pour votre famille, fonctionne pour votre famille. Oui, la question, c'est pas tellement combien de temps, c'est est-ce que ça convient à tout le monde. C'est-à-dire qu'un bébé qui dort dans les bras pendant plusieurs mois, si ça convient au bébé et à la maman ou au papa, enfin aux parents, il n'y a pas de souci. À présent, une question peut-être un peu plus technique, mais comment est-ce qu'on décrypte les signes de fatigue de son enfant pour justement l'accompagner vers le sommeil au bon moment ? Alors, ça dépend de l'âge du bébé parce que tout petit, vraiment tout petit, les bébés mangent et s'endorment en général, soit au sein, soit au biberon. Donc, c'est un peu plus compliqué, mais assez vite, on peut voir des yeux qui papillonnent, des bébés qui bâillent, des bébés qui commencent à chougner, des bébés qui commencent à se tortiller, un peu à remuer. Tout ça, ce sont des petits signes de fatigue. Il y a aussi des bébés qui sont très fatigués, qui ne le montrent pas. Et on a des bébés épuisés qui sourient et qui rigolent. Ça arrive. C'est aussi aux parents d'être vigilants, de se dire là, ça fait 1 heure qu'il est réveillé, 1h30. Il devrait commencer à être fatigué et à pouvoir proposer le lit à ce moment-là. C'est vrai qu'on parle beaucoup en ce moment de temps d'éveil. Est-ce qu'il y a des temps d'éveil à respecter selon l'âge de l'enfant ou c'est plutôt rester à l'écoute de la fatigue de son bébé ? Alors, il faut rester à l'écoute de la fatigue de son bébé. Un bébé qui est fatigué, c'est important de pouvoir lui proposer un temps calme, même s'il ne dort pas. C'est-à-dire que lui proposer un moment où il est dans son lit, calme mais réveillé, ça peut être aussi très reposant. Et les moments d'éveil, il faut en profiter quand ils sont là. Donc au départ, c'est 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure. Et ça peut être de l'éveil, pas forcément avec de la stimulation. On peut jouer avec son bébé, on peut aussi le laisser tranquille tout seul 5 minutes pour qu'il expérimente et revenir, faire des allers-retours. Oui, un temps calme mais aussi reposant pour lui finalement. Exactement. Un temps d'éveil n'est pas forcément un temps d'excitation. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne va pas imposer des horaires à un bébé, parce que c'est vrai qu'on pourrait être tenté de faire ça sur les conseils peut-être de grands-parents, ou de dire il faut qu'il dorme à telle heure, qu'il mange à telle heure, etc. Mais c'est vrai que quand on a un tout petit bébé, on découvre vite que finalement, essayer d'imposer un cadre ne fonctionne la plupart du temps pas, et que c'est plutôt anarchique, surtout les premiers mois. Donc vous vous dites, écoutez-vous finalement. Écoutez-vous, écoutez le bébé et puis aussi renseignez-vous sur comment un bébé grandit, comment un bébé s'éveille, les capacités d'un bébé à tel âge ou tel âge. Le sommeil au tout départ est très lié à l'alimentation, c'est-à-dire que ce soit au sein ou au biberon, les bébés mangent et s'endorment après dessus et puis assez vite. Progressivement, mais assez vite aussi, les bébés mangent, sont réveillés et s'endorment. Du coup, le sommeil est à distance de l'alimentation. Et c'est là où on peut instaurer un début de rituel, un début de rythme, un début de manière de faire. Ce qui est parfois plus compliqué pour les bébés au sein, parce que souvent les bébés fatigués cherchent aussi à téter. Et on pourrait dire, j'endors mon bébé au sein, parce que c'est comme ça qu'il s'endort le plus rapidement possible. Encore une fois, c'est pas du tout un souci d'endormir un bébé au sein, c'est juste une question d'habitude. Un bébé qui s'endort au sein voudra se rendormir au sein et s'endormir au sein. Mais si on a du temps devant soi, il n'y a pas de question ni de sujet. Par contre, effectivement, si on doit reprendre le travail, si on a d'autres enfants ou si c'est pas notre manière de penser, à ce moment-là, il faut arriver à se dire, mon enfant peut avoir envie de téter,
mais pas forcément de manger. C'est peut-être le moment où il est fatigué. Et à ce moment-là, se dire que on va trouver une autre manière pour endormir son bébé. Si on est vraiment en difficulté avec le sommeil de son enfant et son propre sommeil, vers qui on peut se tourner pour se faire aider ? Moi, je dirais que le service de PMI est tout à fait qualifié pour ça. Dans tous les départements, il y a plusieurs centres de PMI avec des infirmières puéricultrices, des psychologues, des médecins, des psychomotriciennes, des sages-femmes qui peuvent au moins être joints par téléphone. Et donc, c'est vraiment des interlocuteurs qui sont très calés aussi sur le sujet. Il faut vraiment pas rester seul avec ces questions et ces difficultés. Trop peu de sommeil peut rendre triste, peut rendre déprimé. Donc, il faut faire attention à soi. Pour aider les parents, moi, je pense que le conseil de professionnels et d'humain à humain est quand même assez chouette. Aller dans des ateliers où il y a d'autres parents, aller dans des lieux d'accueil où il y a d'autres parents, pouvoir aussi échanger sur le sujet, le café des parents, les clubs poussettes ou des associations. Voilà, ça peut être des professionnels, ça peut être aussi d'autres pairs. En tout cas, il faut vraiment ne pas hésiter à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. On peut reposer plusieurs fois la même question et à des temps différents dans la vie de l'enfant aussi. Et puis, ne pas hésiter, on parlait du relais du coparent, mais ça peut être un relais familial, ça peut être un relais amical pendant 2 heures, pendant qu'on fait une sieste, ça peut être aussi simplement très bénéfique. La parentalité sera mieux vécue entourée. Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents pour qu'ils aient confiance en eux ? Parce que c'est vrai que parfois, quand on est aux prises avec les croyances sur le sommeil, les contradictions, les injonctions, on peut penser qu'on fait tout mal. Alors, qu'est-ce que vous dites à ces parents-là ? Moi, je leur dis qu'ils se sont des chouettes parents et qu'ils ont souvent essayé beaucoup de choses et que dans ces beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui marchaient aussi. La parentalité, c'est très individuel. C'est vraiment chaque famille choisit comment elle veut élever son bébé, comment elle veut s'en occuper, comment elle veut en prendre soin. Et c'est aussi se faire confiance sur sa capacité à répondre à son bébé et à être présent pour son bébé. Vraiment, tous les bébés sont différents et tous les parents sont différents. Il y a beaucoup de choses communes, mais dans la manière de faire et dans la manière de répondre à son bébé, que les parents se fassent confiance et qu'ils observent leur bébé. Vraiment, les bébés racontent beaucoup de choses dans leurs mouvements, dans leur mimique, même dans leurs pleurs, ça raconte beaucoup de choses. Et donc, de se pencher un peu et d'essayer de voir ce que son bébé veut dire et de le comprendre à sa manière, c'est aussi ça, devenir parent. Merci beaucoup Anne-Lucas pour vos conseils. Merci. « 3, 2, 1 Parents » est un podcast de l'assurance maladie à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous et écoutez d'autres épisodes avec de nouveaux experts. Et pour retrouver encore plus d'informations sur la grossesse et la parentalité, rendez-vous sur amélie.fr.